Le ministre de l'Intérieur actuellement arrive à calmer la situation. Bouteflika, dans quelques temps, il va dire moi, je vais amnistier tous ceux qui sont passés, ça va s'arrêter. Mais dans l'esprit des gens, ça ne va pas s'arrêter. Est-ce que justement, les hommes politiques vont bouger maintenant? Vous permettez que je vous pose une question? Oui, bien sûr. Est-ce que, à votre avis, avec de telles mesurettes, comme les a appelées un ami, est-ce que de telles mesurettes vont absorber la haine sociale, la révolte populaire? Et si ces mesurettes-là n'absorbent pas cette haine sociale, cette tendance, cette pulsion de destruction et de rejet total du pouvoir et du régime, comment pensez, est-ce que vous pensez que ces événements vont continuer? Comment et comment le pouvoir va-t-il réagir? D'autant plus que dans les mesurettes prises par le pouvoir, il y dit souvent que telle mesure d'exonération ou de taxes ou autre, c'est maximum jusqu'à la fin du mois août, du 1er janvier au mois d'août. Ça veut dire quoi d'ici là? D'ici là, ça veut dire quoi? Vous savez, le problème qui se passe à travers ces petits problèmes-là du sucre, de l'huile ou de l'informel, surtout qui occupe un peu une place importante, il y a un problème social qui est très important. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, tous ceux qui sont accaparés de la richesse, ce n'est pas par leur travail personnel qu'ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'on a actuellement comme richesse? On a les hydrocarbures. Est-ce que cette richesse naturelle qui est donnée par Dieu et par le peuple, est-ce que la répartition s'est faite avec tout le monde? Or, on remarque qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre actuellement. Regardez par exemple l'inflation. On dit qu'elle est de 5%. Il y a un mensonge institutionnel. Deuxièmement, le taux de chômage, l'inflation. Tout ce qui est donné par le pouvoir, d'abord il faut dire, on ne sait pas faire les statistiques. On ne sait pas. Même si on veut les faire, on n'est pas arrivé encore à un moment. Et deuxièmement, le pouvoir les exploite. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, je suis allé pour le problème de Chico à Bruxelles, où j'ai rencontré. Vous savez ce qu'il me dit? Comment vous avez descendu le chômage de 32% à 10%, 11%, alors que nous, pour 1/10 de point, c'est pas un point. Voilà ce que nous faisons pour revenir. Donc, un taux de chômage de... On ne sait pas faire les statistiques, on sait quel est le problème. Nous avons 4 problèmes pour les retenir. Oui. Premièrement, nous avons échoué dans l'éducation. Échec dans l'éducation. Deuxièmement, nous avons le chômage. Échec économique. Échec économique. Nous avons le travail, le chômage. Nous avons le domicile, la maison. Le logement. Le logement. Tout ça, on a échoué. Toutes les statistiques que sont données en France, ce qui fait qu'actuellement, j'insiste sur le plan social, vous savez que nos enfants, nos filles se marient en moyenne à 29 ans. Et nos garçons à partir de 21 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de logement et pas de travail. Bon, à travers cela. Deuxièmement, puisque nous avons une seule ressource naturelle, est-ce qu'elle est répartie équitablement? Vous avez... Ou est-ce qu'elle est investie intelligemment? Parce que le plus important, ça n'est pas de répartir les richesses, c'est de les investir, de savoir créer des entreprises, des micro-entreprises, etc. Sinon, on fera comme la Libye. Elles sont accaparées par un clan ou des clans du pouvoir, qui ne sont pas investis ici, qui sont à l'étranger. La fuite des capitaux, le transfert de l'argent ailleurs. Le transfert de l'argent et tout ça fait que, sur le plan social, il y a un problème de fond. Et on n'a pas laissé les syndicats autonomes, ni la société civile agir. Donc c'est un problème. Mais le problème social pose le problème politique. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, le poisson, vous savez, est pourri par la tête. La tête actuellement, c'est-à-dire le système politique, est pourri. Il est pourri sur le plan de la corruption, il est pourri sur le problème social, sur le problème de tout. Et si vous prenez un Premier ministre qui ne fait qu'exécuter ce que le président, vous savez, c'est un janissaire. C'est-à-dire que lui, il trouve normal qu'en Algérie, je voudrais que vous reteniez l'expression, il y a une partie de la population qui souffre de la faim. Qui souffre de la faim? De la faim, qui souffre de la faim.
Parce que leur salaire, il y a les chômeurs qui n'ont pas, et ceux qui ont des salaires n'arrivent pas. Qui ne suffisent pas. Le plan de la main droite, ceux qui leur donnent la main. Mais il y a aussi ceux qui souffrent de l'indigestion. Parce qu'ils Effectivement, exactement. Ils ne savent pas manger. Moi, je vais vous donner un cas. Ils ont la boulimie, ils ne savent pas manger. J'ai assisté une fois, il y a très longtemps, il y a 10 ans, à l'ouverture de l'année judiciaire. Vous savez, où il y avait donc les juges. Et le président de la République, c'était Chebli à l'époque. Donc c'est plus d'une dizaine d'années. Ça fait... C'est là, après j'ai été toujours éliminé des invitations. J'ai vu, vous savez, j'étais avec Bentoumi. Maître Ammar Bentoumi. J'étais avec Ammar Bentoumi et on regardait la réception où les chefs de justice, c'est-à-dire les procureurs généraux et les présidents de cour, puisque ceux de la Cour suprême. À l'époque, il n'y avait pas le Conseil d'État. Conseil d'État. On les voyait, vous savez, il fallait se servir, vous savez. Il fallait trois morceaux de viande déployés. On regardait en face des procureurs généraux et des Vous voulez dire si des procureurs généraux et des prisons de cour, etc., ont des problèmes de ce genre? Regardez, ils ont vu, donc ce n'est pas la fin de l'estomac, c'est la fin de la tête. De l'esprit. Ils prenaient trois morceaux de viande, ils allaient retourner encore pour manger. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cela veut dire qu'on ne sait pas manger, et c'est pour ça que je vous dis. Mais ça, peut-être que c'est une... Ils souffrent d'indigestion. Oui, peut-être que c'est une image. C'est une image. C'est-à-dire que le pouvoir, non seulement il vole, non seulement il bouffe par le biais de la corruption, etc., mais il ne sait ni voler, ni il prend tout comme ça. La différence, c'est que jusqu'à présent, même pour la corruption, on prenait que le haut niveau. Ceux qui venaient de l'extérieur, avec les marchés, avec tout ça. Maintenant, même le détail, ils le prennent, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des parents et tout ça. Donc, revenons, maître, revenons, parce que je dois... Vous avez beaucoup de choses à dire, mais nous sommes tenus par canaliser dans le sens méthodologique du terme. Quelles sont, maintenant, les leçons à retenir de cette révolte? Les leçons de cette révolte adressées au pouvoir, adressées à la société, adressées aux partis politiques et aux élites, et adressées au monde. Quelles sont les leçons à retenir de cette révolte aujourd'hui? D'abord le pouvoir. Oui. Le message qu'il faut adresser au pouvoir. Il ne faut pas que le pouvoir croit qu'il a, comme le dit le ministre de l'Intérieur, il a mis fin, il a donné quelque chose à manger et ça va s'arrêter là. Parce que si ça s'arrête là, ça va reprendre encore et avec un effet beaucoup plus important. Donc, est-ce que le pouvoir, dans son ensemble, est prêt à s'ouvrir ou bien à se enfermer et à asphyxier le pays tout entier? Voilà, c'est ça le problème. Ça, c'est le premier message sur le plan pour le pouvoir. Ça, c'est le premier pour le pouvoir. Deuxièmement, pour la société. Pour la société civile dans son ensemble. Je ne peux pas accepter que ceux qui ont assumé des responsabilités nationales, comme les anciens présidents de la République, et on peut compter Chebli qui est encore vivant, comment il s'appelle, Yamin Zarouar, qui est encore vivant, et même Ali Kafi. Même Ali Kafi. Deuxièmement, les anciens premiers ministres qui ont assumé la gestion du pays, qu'il ne faut pas dire que le problème n'est pas un problème de tube digestif, c'est un problème de liberté. Et c'est un problème d'orientation vers... Mais est-ce que, à votre avis, ces gens-là que vous venez de citer, est-ce qu'ils peuvent incarner des valeurs comme ça? Mais les valeurs de la liberté viennent de la société, des gens éclairés, des gens qui ont le sens de l'engagement politique, qui se battent chaque jour. Est-ce que les anciens présidents de la République ou les anciens premiers ministres qui se taisent... Mais au niveau de la presse, si un président de la République ou un premier ministre parle, il est reproduit actuellement dans la presse, je ne dis pas. Mais sinon, la société civile va comprendre que tous ceux qui l'ont représenté actuellement ont été désignés par le système politique et que l'avenir ne peut dépendre que des cadres moyens. Exactement. Voilà. Exactement. Ces cadres moyens, maintenant... Et c'est ça le salut, en fait. Voilà. On a essayé de le faire après le troisième mandat de Bouteflika. On n'est pas arrivé. Sinon, on a dit, c'est ces cadres moyens qui n'ont aucune attache,
qui n'ont aucun intérêt que l'intérêt général, parce que vous savez l'ambition. Oui. L'ambition, elle est nécessaire, mais à condition qu'elle ne soit pas à titre personnel, mais qu'elle soit au service de la société ou de l'intérêt national. Si c'est pour l'intérêt personnel, si quelqu'un, le Premier ministre, a appelé les gens hier parce qu'il a besoin d'eux uniquement pour être président ou Premier ministre, et puis il les abandonne, maintenant il abandonne, il n'intervient pas, il ne fait pas. Donc, pour la société civile, ce sont les cadres. Est-ce que vous... On a laminé les cadres moyens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas vivre actuellement. Que ce soit un médecin ou quelqu'un d'autre, il peut vivre avec son salaire. Est-ce que vous me permettez un petit rappel? Oui. Il y a quelques années, lors d'une discussion, et je peux dire que je me permets de m'exprimer librement sur le plan de la relation avec Maître Ali Yahya Abdel Nour, car je sais que lui, il n'a aucune ambition politique, il n'attend rien du pouvoir, il n'attend rien de personne. Donc je pouvais me permettre de lui dire ce que je lui avais dit il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous ai dit, franchement, y a-t-il quelque chose à attendre de cette génération de novembre aujourd'hui au XXIe siècle? Y a-t-il quelque chose à attendre de ceux qui ont gouverné le pays depuis 62? Peuvent-ils faire quelque chose? S'il y a quelque chose à attendre des Algériens, il faut l'attendre de la nouvelle génération. Que peuvent-ils faire, ces anciens? Vous savez, ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est la classe, la couche moyenne, qui est laminée actuellement. Parce que, maintenant, pour faire quelque chose sur le peuple, il faut vivre, il faut être de ce peuple. Il faut vivre avec ce peuple et il faut partager la vie du peuple. Vous voulez dire que le pouvoir actuel il ne vit ni avec le peuple, ni partage sa vie, ni il comprend comment il veut. C'est ce qui a poussé éventuellement le ministre de l'Intérieur, Hawad Qablia, à dire « Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette haine chez les jeunes, pourquoi ils sont tant rancuniers, haineux, destructeurs, etc. » Ça veut dire qu'il ne comprend pas sa société. Il faut vivre, il faut être de ce peuple. Il ne faut pas aller vers le peuple, il faut être de ce peuple. Vivre comme vit ce peuple et comprendre ce peuple. Maintenant, la question que vous posez pour le 1er novembre, la génération du 1er novembre. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette génération maintenant? Sincèrement. Moi, je me permets parce que je sais que vous ne vous sentez pas visé ni blessé d'ailleurs. C'est honnête, c'est parce que qu'attendons-nous de quelqu'un qui a 70 ans, 75 ans, 80 ans, etc. et qui a vécu dans une mentalité, dans un régime politique qui ne correspond à rien. Même la génération de novembre, même celle qui n'a pas parlé, qui était contre ce système, exactement, mais ils ont bénéficié quand même. Ils ont eu, même à Tissi, vous avez un bougie, ils ont vécu, mais il y a un problème, c'est que leurs enfants, ils ont bénéficié. Même ceux qui étaient du 1er novembre contre 62, ils ont bénéficié. Parce qu'ils étaient des anciens moudjahidines, ils ont instruit leurs enfants. Mais leurs enfants, actuellement, comme vous, comme votre génération, elles ont compris que leurs parents ont été bernés, ou bien ont été exploités eux-mêmes, ou bien ont dépassé les limites. Donc il y en a parmi eux qui sont devenus des intellectuels. Exactement. Et qui n'acceptent plus. Voilà, et qui ne bénéficient plus ou bien des privilèges ou des avantages, et qui disent, donc ce ne sont plus la génération de novembre, mais une partie des enfants de ces gens-là qui rejoignent ce que vous faites eux-mêmes, ce que vous préparez à dire que ce système-là doit s'arrêter. Doit cesser. Doit cesser. Il a tout exploité, il a tout pris, il ne laisse plus rien du tout aux gens qui vont venir. Donc, quel est le message? Je continue sur la même logique. Quelles sont les leçons ou le message, les leçons à retenir face à cette communauté dite, si elle existe, intellectuelle? Quel est le message que ce mouvement, cette rébellion, cette révolte adresse aux intellectuels en Algérie qui, pour la société, ne jouent pas son rôle? À cette jeunesse. Il faut leur dire que la dictature qui s'est instaurée depuis 62 et même avant, mais en partant à partir de 62, c'est fini. Elle doit laisser la place
à la génération, moi, que je situe actuellement, entre 40 et 60 ans. Mais même il faut descendre à 50 ans. Mais on ne peut pas éliminer, parce que même ceux qui ont 60 ans, ils avaient 16 ans en indépendance, on ne peut pas les incriminer qu'ils ont parti. Donc actuellement, ceux qui doivent diriger le pays, c'est entre l'âge de 40 ans et 60. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont formés intellectuellement, que ce soit sur le plan social, économique, culturel. Ils ont, soit en Algérie, soit à l'extérieur, ils ont acquis des connaissances. Et ils connaissent les vrais problèmes et ils peuvent les solutionner. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que le pouvoir actuel, le régime tel qu'il est aujourd'hui, comme vous l'avez si bien décrit, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les événements, avec les émeutes, avec la révolte, avec le terrorisme, avec une guerre civile, avec je ne sais quoi, est-il prêt à céder le pouvoir et s'ouvrir sur la société et permettre un changement, ou bien est-il en train de pousser la société à la radicalisation, donc à la violence, et il ne partira qu'avec la violence, et il y a bien un risque de détruire également le pays. Avec ce qui se passe actuellement. Donc si vous voulez, après 88, ce qui s'est passé en 88, actuellement, si, parce qu'ils ont quand même, il ne faut pas croire que le DRS n'a pas des gens qui étudient la situation, qui exploitent, mais ils exploitent à leur intérêt. Mais il y a des gens qui savent. Nous cherchons des gens qui réfléchissent et qui pensent dans l'intérêt du pays, pas dans l'intérêt d'un groupe ou d'une... Si vous prenez par exemple dans l'armée, ceux qui ont 52 ans, qui sont des généraux-majors actuellement, il y en a au moins une dizaine, qui vivent pas comme les Algériens, mais presque, qui ne bénéficient pas de la rente que les généraux anciens ont possédée. Et que ceux-là, ils ont une formation militaire, mais ils ont une formation intellectuelle. Ils sont passés par les universités. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi vous nous parlez des généraux? Je veux dire par là que ces jeunes-là ne peuvent rien faire, parce qu'ils sont surveillés à l'intérieur de l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité dès qu'il y a un changement de l'intérieur du pouvoir. De l'intérieur du pouvoir, il ne peut pas avoir. Ça peut venir du DRS, parce que c'est lui qui est politiquement, je dis l'armée en général, mais politiquement, c'est le DRS qui représente cette armée. C'est-à-dire qu'on a inversé les rôles. Oui. Le DRS jadis était une institution intra-armée, c'est-à-dire faisait partie de l'armée. Et c'était le chef d'état-major. C'est tout, mais maintenant on a inversé les choses. C'est lui qui fait la politique. Et c'est lui qui fait la politique du pays. Donc si ces gens-là, ils ont quand même à l'intérieur des gens qui sont formés intellectuellement et qui leur disent, attention, cette situation ne peut pas durer. Parce que si cette situation qu'on vous le dit, on va revenir encore une autre fois. Même s'ils arrivent actuellement à colmater cette situation, elle va revenir de quelques mois et attention. En plus grave. En plus grave, c'est-à-dire, c'est la révolution qui ne s'est pas terminée, parce qu'on n'a pas terminé la révolution en 62, qui va reprendre le pouvoir. Et à ce moment-là, personne ne peut l'arrêter. Même si c'est l'Occident, et il mérite actuellement. Donc, c'est ça la solution. Le problème.